cœur de l'Afrique, le Congo. 30 000 gorilles de plaine se partagent son immense forêt. Le parc national d'Ozala, 14 000 km², et le sanctuaire de faune de l'Ossi abritent les plus fortes densités. On compte jusqu'à 10 gorilles au km². Le sanctuaire de l'Ossi en accueille à lui seul 1200 sur 320 km². En novembre 2002, le virus Ebola s'abat sur le sanctuaire. Ici, au Nord Congo, cette fièvre hémorragique mortelle pour le gorille comme pour l'homme tue en quelques jours 80% des malades. Parmi les morts, on compte la famille Apollo. Ce groupe de 25 gorilles avait été imprégné pour le tourisme de vision. Les visiteurs venaient du monde entier pour les voir. C'étaient les seuls gorilles de plaine au monde visibles en pleine forêt dans leur milieu naturel. Aucun n'a survécu. Tout l'ouest du sanctuaire est touché. Les 2/3 des gorilles de cette zone disparaissent. Le silence envahit la forêt. Dans les villages des environs, Ebola tue 130 humains. Pour Magdalena Bermejo, l'épreuve est terrible. Depuis 10 ans, cette primatologue espagnole de l'Université de Barcelone étudie ces gorilles. C'est elle qui avait habitué la famille Apollo pour le tourisme. Elle est la seule au monde à avoir réussi à imprégner des gorilles de plaine. Elle étudie en même temps 9 autres familles, 139 individus. Ils ont tous disparu. L'épidémie à peine calmée, Magdalena se remet au travail. Elle veut vérifier l'impact de la maladie. Avec Zéphirin Okoko, un pisteur de son équipe, elle sillonne les 320 km² du sanctuaire de l'Ossi. Un travail épuisant. Les gorilles apprécient particulièrement les forêts amarantacées. Ils se régalent avec les fruits et surtout les tiges. Au bout de 2 semaines de recherche, Magdalena localise un groupe de 6 gorilles. Ce ne sont pas des inconnus. Avant l'épidémie, ils avaient été observés de temps en temps à proximité du sanctuaire. Mais au bout d'une semaine, elle découvre 2 nouvelles victimes d'Ebola. Elle finit par trouver des sites épargnés par l'épidémie et reprend l'étude du comportement des gorilles, ainsi que l'habituation d'une nouvelle famille pour le tourisme. L'enjeu est vital pour la science, comme pour l'économie locale. C'est un fait unique au Congo. Le sanctuaire de faune de l'Ossi a été créé à la demande des propriétaires traditionnels. Ils ont renoncé à leur droit de chasse sur leur terre ancestrale pour protéger les gorilles. Ils ont compris que les revenus du tourisme de vision seraient supérieurs aux revenus de la chasse, leur principale ressource. Pour eux, la disparition des gorilles est une énorme perte. Mais Magdalena n'est pas au bout de ses peines. En novembre 2003, 1 an après la première épidémie, Ebola frappe pour la seconde fois. Elle atteint le secteur est du sanctuaire de l'Ossi. Sur les 1200 gorilles, moins de 300 restent en vie. Pour Magdalena Bermejo, le choc est violent. Pour la 2e fois, les gorilles qu'elle étudiait ont disparu. Elle ne peut plus travailler dans cette forêt vide. Elle désespère de ne rien savoir sur la maladie qui tue les gorilles par centaines. Une priorité s'impose. Son étude à long terme des primates va permettre de progresser dans la recherche sur le virus. Le sanctuaire de l'Ossi devient un laboratoire naturel. Le camp de Magdalena est au bout du monde. La piste ne vient pas jusque-là.
les 15 derniers kilomètres se font à pied. Il faut tout apporter à dos d'homme. L'huile de palme est produite sur place. Le camp est cerné par les palmiers à huile. Les singes se gavent de noix de palme du matin au soir. Le mangabé à joues grises utilise ses abat-joues comme filet à provisions. Avant l'épidémie, les gorilles imprégnées circulaient en toute quiétude à travers le camp. Les gorilles adorent les feuilles de palmier. Les travailleurs du camp les considéraient comme des habitants du village à part entière, des membres de leur famille, ou presque. Magdalena veut découvrir comment les gorilles sont contaminés. Elle travaille avec une équipe scientifique pluridisciplinaire. Xavier Pourut appartient à l'IRD, Institut français de recherche pour le développement, et Pierre Rouquet au CIRMF, organisme de recherche basé au Gabon, un pays voisin du Congo. Ils sont tous deux vétérinaires, spécialistes des maladies des grands singes. Comment ça va? Pas trop fatigué? On te fait pas la bise. Comment ça t'est? Bien? On est un peu mouillé. La montée était un peu dure, mais tout va bien. On est dans les temps. Bon. Ça c'est bon. 3 heures, ça va? Oui, C'est un bon c'est temps? ça, c'est juste, hein, 3 heures. On a des bons... Comment vous allez vous organiser? On va mettre le labo là-bas, dans le premier camp. Donc, c'est toujours dans le cadre de l'étude du réservoir, hein, pour le virus Ebola. Donc on va capturer les chauves-souris, les oiseaux, les rongeurs. C'est bien. L'objectif des scientifiques, c'est d'identifier le réservoir, c'est-à-dire le porteur sain du virus Ebola. L'analyse des carcasses a permis à l'IRD et au CIRMF de découvrir que les souches du virus étaient différentes d'un gorille à l'autre. Cela signifie que la contamination entre groupes de gorilles pourrait être rare. Les gorilles reçoivent le virus mortel d'un porteur sain d'une espèce encore inconnue. On ignore comment le gorille se contamine, peut-être en touchant un animal mort d'Ebola ou d'une autre façon qui reste à découvrir. Le virus est extrêmement virulent. Il se transmet par simple contact avec la peau, même si elle est saine et sans écorchure. Sans perdre de temps, Pierre et Xavier installent leur laboratoire de brousse. Ils commencent par créer une zone stérile pour protéger le sol de la contamination. Les animaux que les deux vétérinaires vont manipuler peuvent être porteurs d'Ebola, mais aussi d'autres virus très virulents, comme la rage. Ils doivent donc se protéger. Pierre Rouquet était présent en pleine épidémie. Il a vu de près les ravages d'Ebola. C'est aussi le cas de Xavier Pourut, qui a également travaillé au Sénégal. Tous deux étudient Ebola depuis plusieurs années. Il y a là-bas, ça bouge, je pense que je vais le Ouais. Ouais. Attends, c'est quoi ça? C'est des... Oroniens, peut-être? On dirait, oui. À la différence des gorilles, les petits singes n'ont pas disparu du sanctuaire de l'Aussie. Apparemment, ils se portent bien. Et t'en vois toujours autant des petits singes, que ce soit Oui. Pogonias, Nikitans. Oui, je vois comme avant, hein, avant l'épidémie. Hein. On fait Ah le ouais. recensement, on répète chaque 2 mois.
le même circuit dans toute la zone d'études et les équipes de monitoring dans toute la Mais il périphérie. semble qu'il n'y a pas eu de diminution, au moins pas de diminution de groupe, Ouais. peut-être. Et pour le moment, Des équipes de pisteurs sont chargées de recenser les gorilles survivants. Ils en profitent pour compter les petits singes et les antilopes du sanctuaire. Ils parcourent tous les 2 mois le même circuit. Et même au camp, déjà, on a Les remarqué populations de qu'il y a singes ou d'antilopes ne semblent pas avoir diminué. Ils sont un petit peu protégés, il y a des sources d'alimentation aussi. sinon, ils sont toujours, comme c'est pas loin de mes campements. Les singes sont capables de reconnaître les humains. Ils ont l'habitude de voir passer Magdalena et savent qu'ils n'ont rien à craindre d'elle. Oui, une demi-heure comme ça. Les filets ont capturé des roussettes, des chauves-souris mangeuses de fruits. En l'état actuel des recherches, tous les animaux de la forêt sont suspects. La femelle, il me semble que j'ai vu un petit bouger là-bas. On va vérifier. C'est des franquetis, non? Probablement, oui, on va voir. C'est une espèce assez fréquente ici. Le mâle est tombé dans la poche, il est coincé, la tête en bas là. Donc. Le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1976 dans l'état voisin du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Il existe plusieurs variantes du virus. Allez. Celle qui sévit dans cette région du Congo-Brazzaville est la plus virulente. 2 sur 10. Allez. On ne connaît pas encore la liste de tous les animaux porteurs du virus. La moindre morsure est un risque qu'il vaut mieux ne pas courir. Attention et surtout tiens-la bien. Une seule certitude, confirmée par les recensements. Après 2 épidémies, le sanctuaire s'est vidé non seulement de ses gorilles, mais aussi de ses chimpanzés. L'eau de Javel est obligatoire pour se désinfecter. C'est bon. Pour capturer les animaux terrestres, une 60aine de pièges ont été amorcés avec de la pâte d'arachide. Ils sont posés à intervalles réguliers le long de la piste. Et le 20. Non, il n'y a rien, mais... Il y a la des pas dedans fourmis. encore? Non, les fourmis ont mangé la pâte. Donc on remplacera tout à l'heure, on va voir le vin. Le vin, ah, il est fermé. Il y a quelque chose? Oui, il y a quelque chose. C'est la fin de la journée, l'heure des prélèvements biologiques. Le sang, le foie, la rate des animaux capturés vont être prélevés et analysés. Ils contiennent peut-être le terrible virus. Vêtu d'une combinaison étanche, Pierre Rouquet respire de l'air filtré pendant toute opération. Les prélèvements sont faits chaque jour sur des animaux récemment capturés. Ebola est très virulent, mais sa durée de vie ne dépasse pas 3 ou 4 jours sur les carcasses d'animaux morts. En période d'épidémie, il est difficile de les découvrir assez tôt pour que les analyses soient valables. Voilà, Ippomote franquetti. Donc je vais la passer à Pierre. Il n'existe pas encore de traitement spécifique contre Ebola, mais certains soins permettent toutefois de sauver les malades lors des épidémies. Oui, oui, une femelle adulte. Ippomote franquetti, oui. Donc là, il désinfecte la région sternale pour pouvoir faire une ponction cardiaque pour récupérer du sang. Un vaccin est en préparation pour les humains. Un autre est à l'étude pour les gorilles. Il est efficace en laboratoire, mais inutilisable dans la forêt. En effet, il nécessite 2 injections à 3 semaines d'intervalle. Et personne n'a encore trouvé la méthode pour l'administrer aux primates. En attendant, les scientifiques continuent de chercher le moyen de prévenir l'épidémie. Le principal suspect, le voilà, un rongeur. 24,2. Des traces du virus ont été détectées sur une souris de forêt et une musaraigne par l'Institut Pasteur. Pierre et Xavier ont pour mission de compléter les observations faites par leurs confrères. Magdalena suit avec anxiété le déroulement des travaux.
l'avenir des gorilles pourrait en dépendre. Les prélèvements sont plongés dans l'azote liquide, un procédé de conservation par le froid. Magdalena ne sait pas s'il y aura une nouvelle épidémie. Mais la mortalité élevée des gorilles en forêt précède toujours les épidémies humaines. Surveiller la santé et la mortalité des animaux en forêt peut aider à prévenir la mort des hommes. Magdalena, quand tu suivais les groupes de gorilles, comment ça se passait, l'observation? Bon, surtout, c'était dans la 10e épidémie qu'on était sur place et qu'on suivait les groupes, ça faisait 4 mois. Donc, quand c'est arrivé à la fin novembre, nous, on suivait ces groupes. Et au bout d'un certain moment, on a senti quelques odeurs typiques quand il y a l'épidémie. Et on s'est approché, on a trouvé une carcasse de gorille. Est-ce qu'il y a eu des manifestations de groupe Oui, on a vu une fois une mère qui était assez attachée à son petit bébé, qui était nouveau-né. Même dans la journée, tu voyais plusieurs moments là où s'arrêter, regarder, contempler le bébé, était assez attaché. Et le bébé, il est mort. Et pendant 3 jours, on suivait les groupes et il y avait des vocalisations qu'on n'a jamais entendues. C'était vraiment des vocalisations très fortes, comme des pleurs. De deuil ou... Oui, et toutes les autres femelles, elles répondaient avec ces vocalisations. Donc là, c'était pendant 3 jours, toute la journée. Désinfecté à l'eau de javel. Et on va les brûler comme l'autre fois. Voilà. Dans la même place, non, Pierre? Au même endroit. Quel alcool? Bon, il n'est pas très profond. 2 semaines de travail s'achèvent. Avant de partir, on décontamine tout. Le plastique biologique est fait pour être brûlé. Au-delà de 60 degrés, le virus est tué par la chaleur. Mets un peu d'alcool déjà. Attends. Ouais. On va déjà commencer à mettre le feu. C'est vite, hein. Enlève un peu le bidon. Les analyses ont prouvé qu'aucun des animaux capturés n'était porteur du virus. Les scientifiques prévoient déjà d'autres campagnes de recherche. Une rumeur court autour du sanctuaire de Lossi. Les villageois affirment que leurs gorilles ne sont pas morts. Ils seraient seulement partis plus loin, se mettre à l'abri du virus. Et ils vont revenir. Magdalena n'y croit pas du tout. Elle pense que les villageois attribuent aux gorilles un comportement humain inspiré du leur. Il n'est pas impossible que les gorilles soient capables de s'éloigner de leur domaine vital quand ils sont effrayés. Mais pour le moment, aucune donnée scientifique ne le confirme. Des villageois ont signalé des groupes de gorilles à proximité de la zone touchée par l'épidémie. Il faut aller voir. Ça donne 7 km 500. 7 km 500 et le cap? Le cap 129. 129, direction 129 degrés. Okay. Donc c'est là la première direction que vous allez prendre. Les pisteurs connaissaient tous les gorilles du sanctuaire. S'ils rencontrent des survivants, ils les reconnaîtront immédiatement. Si Magdalena doit habituer de nouveaux gorilles à la présence humaine, elle le fera dans un secteur où les hommes ne les chassent pas. C'est justement le cas là-bas. L'équipe de recensement va suivre un transect, l'un des itinéraires rayonnants du cœur du sanctuaire. À partir de l'endroit où les gorilles habitués ont disparu, ils fouillent la forêt de fond en comble. Dans cette immensité opaque, il est vraiment difficile d'observer les animaux. Depuis la nuit des temps, personne ne s'était inquiété de la mort des gorilles. On ignorait jusqu'à l'existence d'Ebola. Magdalena s'est aperçue de la disparition des gorilles de Lossi
parce qu'elle les avait tous identifiés. Les traces aboutissent au meilleur des observatoires, une clairière. Seule Magdalena est capable d'approcher des gorilles en pleine forêt. Mais il lui faut des mois d'habituation pour y parvenir. Les pisteurs observent un dos argenté. C'est un chef de famille, un mâle dominant. Il vient compléter son alimentation avec des sels minéraux. Les cercocèbes agiles aussi ont besoin de sels minéraux. Comme les gorilles, ils mangent des fruits en forêt. Les gorilles préfèrent éviter les chimpanzés. Malgré leur apparence paisible, ils sont capables de se montrer bruyants et agressifs. Après les gorilles, les Colobguereza sont les primates que l'on voit le plus souvent dans la clairière. Ce dos argenté porte sur le nez les cicatrices roses d'une maladie de peau. Le grand mâle tend l'oreille. Il est inquiet pour la sécurité de son groupe. Un autre mâle se frappe la poitrine, non loin d'ici, et signale son arrivée. Pour le mâle, rencontrer un autre groupe, c'est avoir la chance de séduire une femelle de plus. Chez les gorilles, ce sont les femelles qui choisissent. Mais il court aussi le risque de voir ces femelles l'abandonner pour un dos argenté plus séduisant. Les femelles n'hésitent pas à changer de groupe plusieurs fois au cours de leur vie. Son rival est un splendide dos argenté de 150 kg. Le mâle au nez rose choisit le repli stratégique. Les gorilles sont pacifiques. Les contacts physiques entre eux sont très rares. Les adversaires cherchent à tout prix à éviter un corps à corps. En raison de leur force physique, aucun n'en sortirait indemne. La famille compte 3 femelles, leur bébé et 2 jeunes mâles de 8 à 13 ans, des dos noirs. La mère surveille son bébé de très près. Elle veille sur lui jusqu'à la naissance suivante. Le rythme de la reproduction est lent chez les gorilles. Une femelle met au monde un bébé tous les 4 ans seulement. 10 bébés suffisent à remplir sa vie. La durée de vie d'un gorille est d'environ 50 ans. À 4 ans, ce jeune gorille commence tout juste à se nourrir seul. Il a encore besoin de sa mère pour reconnaître les plantes comestibles. Apparemment, cette famille est en bonne santé. Il n'y a aucun signe d'Ebola dans les environs.
les pisteurs n'ont pas trouvé de gorille mort. Le dos argenté donne des signes d'inquiétude. Ces 150 kilos ne font pas le poids face aux 2 tonnes de l'éléphant. Un bébé de moins de 2 ans se porte sous le ventre. L'équipe de Magdalena n'a reconnu aucun de ces gorilles. Ils ne viennent pas de l'Aussie. Il s'agit de nouveaux groupes, encore inconnus. Le gorille n'a pas un tempérament d'explorateur. Même s'il est effrayé, il éprouvera des difficultés à quitter son domaine vital. Par leur structure sociale, leur éducation, les gorilles ont besoin de bien connaître leur territoire pour s'y nourrir correctement. Ils doivent connaître l'emplacement de tous les arbres fruitiers. Les gorilles de l'Aussie n'auraient probablement pas pu émigrer aussi loin. Ebola passe du gorille à l'homme lors des chasses en forêt. Le scénario est souvent le même. Un chasseur manipule la carcasse d'un animal mort depuis peu, il se contamine et décède en quelques jours après avoir infecté ses compagnons et sa famille s'il a le temps de rentrer au village. Dans le village de Lengi-Lengi, plusieurs habitants sont morts lors des épidémies. Mais les survivants retournent à la chasse, car c'est le seul moyen de manger de la viande. Il n'y a pas d'élevage dans la région. Parmi ces chasseurs, beaucoup ne croient pas à l'existence du virus. Ebola serait une invention des Blancs ou un sort jeté par les sorciers. Ces villageois avaient cédé une partie de leur territoire de chasse pour créer le sanctuaire des gorilles. Richard Idami, le chef du village, est content. Un petit céphalophe bleu s'est pris dans le filet. Cette espèce-là aussi peut transmettre le virus Ebola. De retour au village, les chasseurs remercient l'esprit de la forêt de leur avoir accordé du gibier.
Le gibier sert à nourrir la famille. C'est aussi le moyen de se procurer de l'argent liquide. L'économie de tous les villages de la région est basée sur la chasse. La viande circule au bord des pistes sans aucun contrôle sanitaire. Les scientifiques redoutent l'arrivée d'une 3e épidémie. Magdalena Bermejo reçoit des nouvelles alarmantes de Lokwe, une clairière située dans le parc national d'Odzala, à 50 km du sanctuaire des gorilles. Damien Caillot est vétérinaire. Depuis 10 mois, il étudie la structure sociale des gorilles pour sa thèse de doctorat. À son arrivée, 360 gorilles répartis en 40 familles se succédaient ici. Mais depuis des semaines, Damien contemple le vide 12 heures par jour. Les gorilles ont disparu. Pire encore, depuis 6 mois, il trouve des gorilles morts dans les environs. Ce jour-là, Damien a de la chance. À peine installé dans son mirador, le jeune scientifique reçoit de la visite. 2 dos noirs, des mâles de 8 à 10 ans, viennent se ravitailler. Damien reconnaît immédiatement Yopi et Minimi. Quelques semaines plus tôt, ces jeunes appartenaient à 2 grandes familles. Ces familles ont complètement disparu. Comme tous les gorilles, ces 2 jeunes sont très sociables. Ils n'aiment pas manger seuls et vivent ensemble pour se tenir compagnie. Damien trouve ce vide très inquiétant. Jusqu'ici, la clairière de Lokwe était l'un des meilleurs sites d'observation des gorilles de toute l'Afrique centrale. Alors, bonjour Damien. Dites, est-ce que tu as pu trouver les groupes habituels qui fréquentent Lokwe à toi? Bon, Magda, j'ai repris les observations à la clairière depuis 2 semaines environ. Je n'ai pas vu de groupe reproducteur depuis 2 semaines. Hein. C'est un peu déjà les résultats que j'avais au vu du mois précédent. Et en dehors de ça, il y a quand même quelques solitaires qui viennent visiter la clairière, essentiellement des individus des dos noirs, hein, des jeunes mâles. Et sinon, assez peu de dos argentés, à toi. Est-ce que tu as trouvé finalement les carcasses qu'on t'avait signalées et tu as pu faire les prélèvements à toi? Bon, ces derniers temps, dans la zone, 2 carcasses ont été trouvées par une patrouille à l'est de la clairière, à environ 6 km. J'ai effectué un prélèvement sur l'une d'elles. Ok Damien, alors on se retrouve les 15 et on pourra en discuter de tout ça à toi. À bientôt Magda, on se voit jeudi. Hein. L'analyse du prélèvement n'a rien prouvé. Le gorille était mort depuis trop longtemps. Les 2 scientifiques ont choisi de se rencontrer à mi-chemin au campement situé à l'entrée du parc national d'Odzala. C'est une zone de savane. Le comité d'accueil est constitué par une famille d'éléphants de forêt. Les gorilles ne s'y montrent pas. Damien et Magdalena redoutent une épidémie. Ils veulent évaluer la situation.
c'est à la fin de janvier que vous avez commencé à voir une diminution? Ouais, en fait, on a commencé à avoir moins de gorilles déjà mi-janvier, fin janvier. Et puis en février, ça a vraiment diminué de façon très forte, mais c'est un phénomène assez habituel en février. C'est lié à la fructification des arbres, à la petite saison sèche. Donc ça, on ne s'étonnait pas trop de ça. En mars, ça a repris un peu pendant 2 semaines. J'ai revu pas mal de groupes pendant 2 semaines. Et puis par contre, depuis la mi-mars à peu près, là, ça a franchement bien décru. Et on a peut-être 75-80% de visites en moins. 80% de diminution avec tellement peu de temps comme ça m'étonnerait. C'est vraiment une chute assez forte. Trop fort, trop rapide. Bon. Et l'expérience qu'on a eue à Lossy. Magdalena a des doutes. La primatologue rappelle qu'à Lossy, pendant la première épidémie, malgré les nombreux morts, on rencontrait encore de nombreux groupes de gorilles bien vivants. La diminution n'a pas été aussi brutale qu'à Lokwe. Il a fallu 9 mois et une deuxième épidémie pour que le sanctuaire se vide pour de bon. En même temps, pendant 3 mois. Là, le site du sanctuaire, ça a pris 9 mois jusqu'à qu'il y ait la réduction qu'il y a actuellement. Mais où sont passés les 400 gorilles de Lokwe? Les scientifiques ont comparé leurs observations. Le mystère reste entier. Sur le chemin du retour, Damien va rendre visite aux gorilles découverts par les pisteurs de Magdalena. À vol d'oiseau, sa clairière n'en est pas très éloignée. Les gorilles de Lokwe pourraient peut-être se trouver parmi eux. Les gorilles ne savent pas nager, mais ils adorent la baignade. Damien s'approche discrètement. Les gorilles ont l'oreille sensible. Ceux-là ont trouvé le moyen de concilier la douche et le repas. Damien n'a jamais vu ces gorilles auparavant. Ils ne viennent pas de Lokwe, la clairière qu'il étudie. Pour le jeune vétérinaire, un espoir de retrouver ces gorilles vivants vient de s'évanouir. Magdalena et Damien vont placer cette clairière sous haute surveillance. Si l'épidémie continue de progresser, Ebola pourrait bientôt frapper ici. Pendant ce temps, à Lossy, Magdalena dessine les contours du nouveau sanctuaire des gorilles. Elle estime avoir tous les éléments pour relancer ses recherches. Son mari, le vidéaste Rerman Iliera, travaille aussi sur Ebola. La taille des populations de gorilles s'inscrit en gros points noirs sur la carte. Cuando Annalisa hacían todas las patrullas con la gente en los villages, ya vieron que les informations fournies par les patrouilles et par les villageois concordent. Les gorilles sont plus nombreux à l'est, près du parc national d'Odzala. La nouvelle zone d'étude s'étendra donc dans cette direction.
Avant de l'annoncer officiellement, une démarche délicate attend la primatologue. Elle doit prévenir les propriétaires traditionnels de l'Aussie de la création d'un autre sanctuaire. À terme, cela signifie pour eux que les ressources du tourisme de vision des gorilles iront ailleurs. Dans le village de Lengi, elle a rendez-vous avec Boniface Ledzele et Richard Idami, les deux responsables de l'association des propriétaires traditionnels. Boniface Ledzele en est le président. Il demande à Magdalena s'il ne serait pas possible d'organiser à nouveau le tourisme à l'Aussie, mais cette fois autour des singes. Nous avons aussi nos singes qui sont là. Est-ce que ces singes-là, on ne peut pas les faire habituer comme les gorilles? Dans l'invitation pour le tourisme, vous savez qu'ici en Afrique, c'est difficile de se déplacer. Et c'est pour des choses très précises qu'on le fait. Par exemple, les gorilles. Les gorilles, ce n'est pas une chose qu'on trouve ailleurs. Même à Kenya, il n'existe pas, les gorilles. Donc ça, c'était vraiment l'animal, l'espèce qui attire l'attention à tout le monde, les gorilles. Et c'était pour nous l'excuse de faire venir des personnes et qui puissent, à partir de les gorilles, voir aussi qu'est-ce qu'il y a dans la forêt, des autres animaux. Mais sans l'excuse des gorilles, c'est vraiment difficile. Des singes, il y a partout. Je pense que l'autre inquiétude qu'il y avait à niveau des gorilles, c'était aussi que... Magdalena exprime sa crainte d'une troisième épidémie. Si les gorilles imprégnés disparaissaient une troisième fois, ce serait trop difficile à supporter pour tout le monde. Il faut reprendre espoir. C'est pourquoi elle a choisi un endroit intact. Avec le risque que pour troisième fois, on perd ces gorilles. Parce que c'est beaucoup d'investissement de tout le monde. Donc on doit construire un camp, tout le monde doit travailler, il y a beaucoup d'espoir. L'écotourisme des gorilles a été une expérience positive. Elle demande l'aide de Boniface et de Richard pour en convaincre les habitants du nouveau village. Si vous allez là-bas, emmenez-nous. Boniface donne son accord. On va leur dire, restons ensemble, faisons le même sanctuaire pour que nous puissions arriver à avoir un bon développement, c'est tout. Le grand jour est arrivé. Magdalena et Herman vont tenter d'établir le contact avec les gorilles du futur sanctuaire. L'expédition va durer plusieurs semaines. Pour ne pas faire de bruit et ne pas perturber les primates, l'équipe est réduite au minimum. Zéphirin Okoko et Gabriel Ngovu sont d'anciens chasseurs. Ils travaillent avec Magdalena et Herman depuis des années. Les gorilles se trouvent à plus de 30 km du camp de base. Pendant des semaines, Magdalena et son équipe vont vivre sous la tente. Pour ce premier soir, Magdalena et Herman s'offrent un festin de sardines. À l'aide de son GPS, sa boussole satellite, Magdalena tente de faire le point. Les arbres l'empêchent parfois de capter les informations, mais ce soir, tout va bien. Dans la dernière fois, on avait beaucoup travaillé les pistes de ce côté-là. C'est là où on voyait toujours les traces de plusieurs jours. Chaque soir, elle fixe les objectifs du lendemain. Les équipes de recensement ont repéré 2 grands groupes de gorilles non loin de là, dans un secteur où les fruits sont abondants. Magdalena et Herman vont se partager le travail. Là où il y avait un groupe de taille important. On va essayer, avec le temps qu'on a, de localiser les 2 groupes. En forêt, les journées commencent au lever du jour.
chacun prépare l'équipement et les provisions nécessaires pour la journée. Bueno, ¿dónde vamos a ir entonces? Après un dernier coup d'œil sur la feuille de route, Magdalena et Herman partent travailler chacun de son côté. Rendez-vous ce soir au bivouac. On va aller comme ça. Nous, on va aller comme ça. C'est le secteur qu'on a parlé hier. Et comme ça, Herman, il va aller avec Gabriel. Bueno, pues ahora vamos juntos y luego ya nos separamos en el... Sí, nos encontramos luego. Si vous trouvez les traces, même si c'est d'avant-hier, on suit. Hein? Magdalena cherche des groupes de taille importante, au moins 10 ou 12 individus. Les groupes où les gorilles sont nombreux se laissent approcher plus facilement que les groupes de taille réduite, car ils se sentent plus forts, plus sûrs d'eux. Ils craignent moins les étrangers. Un groupe de 4 gorilles est passé par là. Il n'y a pas de crottes, ça doit être venu de la journée. Il y a 1, 2, 3. Ces feuilles écrasées sont des nids de jour. Les 4 gorilles ont fait la sieste ici. La primatologue relève la position au GPS. Elle veut approcher ces gorilles avant la nuit, au moment où ils construisent leur nid. Les gorilles de plaine construisent de nouveaux nids chaque soir. À partir de là, elle les retrouve le lendemain matin et les suit à nouveau jusqu'à la nuit. Une preuve de plus qu'ils ne sont pas loin. Cette empreinte est toute fraîche. Alors, même si on arrive jusqu'à la nuit, c'est bon. Déjà, on pourra estimer la taille de le groupe. Enfin, les voilà. Bien protégés dans les mares entassées, 2 petits curieux dévisagent les visiteurs. Avec eux, l'espoir revient. Le groupe semble de taille importante. C'est bon signe. Il ne faut surtout pas rater cette première rencontre. Les gorilles peuvent rejeter définitivement un visiteur s'il trouble leur tranquillité. C'est la fin de la journée. Le reste de la famille termine son repas dans la clairière, sous la protection du dos argenté. La relève des générations est assurée par 2 femelles avec leurs bébés.
Construire un nid n'est pas une mince affaire. Les branches sont indociles. Cette jeune femelle s'applique. Après ce premier contact, Magdalena va établir son camp à distance. La première curiosité passée, les gorilles pourraient se lasser de sa présence. Commence alors le temps de la longue patience. Pendant des mois, 18 mois, 2 ans peut-être, la primatologue va les suivre à distance, de nid en nid, du matin au soir. Peu à peu, les gorilles vont s'habituer à elle. Et puis un jour, poussés par la curiosité, les gorilles eux-mêmes viendront lui rendre visite. Ces liens de confiance, Magdalena Bermejo sait les tisser comme personne. Ils vont lui permettre de découvrir les comportements les plus secrets des gorilles. Et peut-être, dans quelques années, contribuer à les protéger du terrible virus Ebola.